Je vais vous présenter en un peu plus de 15 minutes les travaux qu'on décline au Centre de mathématiques appliquées pour adresser quelques éléments autour de la demand response. Alors en fait, toutes les solutions qui ont été présentées sont présentées comme si ça marchait. Et nous, on ne croit que ce qu'on voit. Donc on commence par essayer de comprendre en déclinant les méthodes que je vais vous présenter, quel impact les solutions intelligentes risquent d'avoir réellement, et est-ce que vraiment l'intelligence va permettre d'atteindre les objectifs prétendus. Je continue. Alors je voulais vous représenter la vision classique du réseau telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout est simple. Vous avez un planificateur qui organise le réseau avec des moyens de production qui finalement sont mis à contribution pour satisfaire la demande. C'est la vision classique. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on va faire beaucoup mieux en rajoutant en fait un flux dans l'autre direction, où au niveau de la demande, on va contribuer à réaliser en fait l'équilibre offre-demande. Donc, outre les... Je continue, ouais, mais bon. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout comme ça. donc en fait, outre les questions, donc moi je ne vais pas vous parler de tous les éléments qu'on rajoute au fur et à mesure en fait, de la modification de la chaîne, hein, puisque si je pars de l'amont et que je vais vers les usages, donc il va falloir prendre en compte les interactions avec les marchés, mettre en place un réseau de télécommunications, etc., etc. Moi je voudrais juste me concentrer sur ce qu'on appelle la demand response, et qui consiste en fait à quoi faire? À faire de l'effacement avec trois niveaux principaux d'action sur la demande. Donc il va y avoir d'une part ce qu'on peut gagner en rabotant un petit peu la pointe de la demande, c'est-à-dire éventuellement en coupant certains appareils de manière régulière sans prévenir finalement l'utilisateur. On nous dit que couper un réfrigérateur de temps en temps, ça ne mange pas de pain et ça permet de réduire la demande sur les moments où il y a de la tension en fait, au niveau du pic. Ça, c'est le premier élément au niveau de la demand response. L'équipe technique n'est pas à la hauteur, donc, est-ce que je vois? Donc, et Gilles, tu ne veux pas m'amener mon Mac? Parce que moi, j'ai un ordinateur qui fonctionne. Donc, alors, vous vous rappelez ce que j'étais en train de dire? Donc, dans la demand response, on peut un peu raboter la pointe. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est décaler, en fait, les éléments qui doivent être utilisés n'importe quand, mais dans la journée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le load shifting. Donc ça permet de gagner sur 24 heures, en fait, un décalage temporel. Et ensuite, il y a le dernier élément qui est le valley fitting, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'endroits où en fait on ne fait pas grand-chose. Et pour les nouveaux usages, et notamment le véhicule électrique, ce qui pourrait être intelligent, c'est de demander de l'électricité au moment où personne n'est en train d'en demander. D'accord? Donc il y a trois éléments principaux en fait qui permettent de... Ah, merci. Donc j'ai 10 minutes de plus, c'est ça? Alors ok, ça je vous l'ai dit, donc ça c'était la vision classique. On fait comme avec les élèves, on révise. Donc ça c'est maintenant ou après, le réseau intelligent. Et donc ce que j'ai dit, c'est que moi je m'intéressais essentiellement aux éléments liés à l'effacement. Et donc ce que j'étais en train de décrire, c'était ces trois méthodes en fait qui permettent le lissage de la courbe de charge et en fait qui vont correspondre, quand je dis décalage temporel de l'usage, donc certains de mes collègues parlent toujours d'une certaine Madame Michu, qui n'aurait besoin de sa machine à laver que dans la journée et à n'importe quel moment. Je pense que c'est un petit peu plus sioux que ça, mais bon. Ensuite, les éléments qui permettent en fait de réduire la pointe, le peak clipping, et puis les éléments qui permettent de remplir les endroits où il n'y a pas encore beaucoup de consommation. Donc, comment on pose le problème? Nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est quel est le réel impact de la gestion de la demande à partir de ces trois méthodologies. Et ce qui est très intéressant dans les questions d'énergie en général, c'est qu'il y a toujours un mélange entre, d'une part, l'arbitrage technique, qui est très souvent oublié,
dans certaines communautés et qui, pour nous, ingénieurs, paraît l'élément principal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire complètement n'importe quoi avec des réseaux électriques et puis avec des flux d'énergie. Malgré tout, il y a un élément perturbateur qui va intervenir tout le temps, qui est celui de l'économie, c'est-à-dire qu'on va très souvent bypasser les éléments techniques et tout de suite dire qu'on va mettre en place des méthodes incitatives, on va driver par l'économie pour finalement arriver à une gestion qui soit efficace. Donc là-dessus, c'est intéressant de regarder dans le détail si vraiment ça marche. Et puis il y a un autre élément qui peut être aussi complètement négligé, c'est qu'il y a des dynamiques temporelles très différenciées. On va considérer souvent des scénarios de très long terme quand on essaye de réfléchir en termes de prospective. Et on va proposer un certain nombre de mix de production, comme ceux qu'a présenté tout à l'heure Didier ce matin, qui vont faire fluctuer plus ou moins les énergies de différents types. Mais ces énergies vont avoir des caractéristiques techniques complètement différentes, qui font que quand on questionne le très court terme, c'est-à-dire la seconde, c'est-à-dire quand même le moment où on doit réaliser l'équilibre offre-demande, eh ben, la qualité des différents mix de production proposés ne va peut-être pas être à la hauteur de l'exigence de satisfaction de cet équilibre instantané. Donc voilà, nous, on se pose toutes ces questions. Et alors d'abord, je vais vous raconter ce qu'on fait sur le long terme et comment ensuite on essaye de se ramener à une compréhension de court terme. Donc, à la base, on est des mathématiques de l'optimisation et de la décision. Donc en fait, on a décidé de réfléchir avec une approche qui s'appuie sur des modèles fondés sur un paradigme d'optimalité. Et je vais en dire deux mots parce que c'est quand même important de comprendre comment ces modèles fonctionnent pour savoir ce qu'ils peuvent dire et surtout ce qu'ils ne peuvent pas dire. Donc quand vous regardez les familles de modèles qui réfléchissent sur le long terme, vous devez prendre peur parce que ça se présente comme ça. Et là, il n'y a pas tous les noms de tous les modèles qui existent. Et souvent, le foisonnement de ces modèles est un élément, disons, qui peut mettre à mal la communauté, parce qu'évidemment, ils parlent de choses très différentes les uns des autres, et ils expliquent des choses très différentes les uns les autres, mais on a tendance à comparer leurs résultats. Donc nous, on se positionne en fait dans une approche où on va s'appuyer sur ce concept d'optimalité, et si vous avez le temps un jour, vous venez à mon cours, je vous raconterai comment c'est un concept fondamental qui a permis, en fait, à partir des années 30, la réconciliation entre l'économie et la recherche opérationnelle à travers la tentative de réponse à une question qui était comment reconstruire la vie économique pour un horizon infini. Et de cette réflexion, à travers les travaux de Ramsey, de von Neumann, deux grandes familles d'approches ont été déclinées. L'une qui s'appuie sur les modèles de croissance optimale et d'où dérivent tous les modèles de type macroéconomique, et l'autre qui s'appuie sur l'analyse d'activité, qui est le nom pompeux pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'allocation optimale de ressources, et qui va dériver en la famille de tout ce que sont les modèles type bottom-up, les modèles d'ingénieurs. Donc nous, on va utiliser les modèles d'ingénieurs qui vont donc parler en fait sur le long terme de comment je répartis de manière optimale une offre. Pour nous, ça sera des technologies de production d'énergie, de façon à satisfaire une demande sous contrainte de ressources. Donc, en formalisation, c'est assez simple. Dans le détail, c'est plus compliqué. Et donc, ce modèle qu'on utilise, c'est le modèle Markall-Times, qui va discriminer sur des horizons de 50 à 100 ans l'ensemble des technologies qu'on va mettre à contribution pour satisfaire une demande à coût minimum, un coût actualisé qui représente l'ensemble du système énergétique. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit peu les éléments de compréhension sous-jacents. Maintenant, je vais vous raconter comment on utilise cette approche pour regarder l'impact donc de ces éléments de gestion de la demande que j'ai décrits au départ sur le mix de production d'électricité. Et on fait comme nos amis d'EDF, on utilise l'île de la Réunion, qui est un joli prototype, et qui permet de comprendre bien des éléments d'arbitrage. Donc la Réunion, c'est un territoire qui a comme ambition d'être 100% renouvelable en 2030 et qui est géré aujourd'hui avec une règle d'experts qui dit qu'il ne faut pas dépasser 30% de sources intermittentes dans le mix de production instantanée, sinon on coupe. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a implanté
dans le modèle qu'on déploie, les 4 éléments qui permettent de décrire cet effacement de la demande. Donc là, j'ai montré par exemple les éléments liés au report long. Et ce qu'on a fait, c'est que pour chacun des usages, on a introduit en fait la possibilité de se reporter, donc là sur la journée, pour 4 usages. Et on a vu très directement que ça permet d'avoir un... Il est où le point truc sur la machine ? Ah ouais, d'accord. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement, sans effacement de la demande et avec effacement de la demande, ça c'est une journée type de notre extrait de notre modélisation pour l'été 2030, et ben, il y a un petit lissage qui apparaît, donc c'est bien, ça marche bien. Ce qui est intéressant avec notre modèle, c'est qu'on peut regarder le mix de production qui intervient. Donc là, j'ai montré la courbe de charge, et ce que je peux vous montrer, c'est qu'est-ce qui contribue en fait pour établir l'équilibre offre-demande. Alors bien sûr, c'est assez théorique, hein, à un instant, donc on reprend cette journée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand je n'ai pas de demand response, je vais avoir une puissance installée qui va être un peu plus importante que quand j'ai de la demand response. Donc là, j'arrive à démontrer en fait que je vais pouvoir gagner en capacité installée, ce qui est intéressant, de l'ordre de 6% pour le modèle. Quand j'intègre que des reports longue durée, si j'intègre aussi des reports courte durée, je vais un peu augmenter la capacité installée. Donc ça, c'est un premier bénéfice qu'on va pouvoir voir sur ces éléments liés à la demande response. Mais il y a une deuxième grande question qui se pose quand on regarde les mix de production sur le long terme. Et c'est pour ça que je vous dis que souvent vous vous faites voler, parce qu'on vous montre donc 100% renouvelable, d'accord, je suis 100% renouvelable, mais on ne vous parle jamais de comment je fais pour assurer que je ne tombe pas dans des événements de ce type-là, c'est-à-dire que je ne vais pas perdre éventuellement en fiabilité pour la gestion de mon système électrique. Donc le mix de production qui est défini par mon modèle, c'est un scénario de ce type-là qui vous donne sur chacune des décades en fait, les arbitrages entre les différentes sources pour vos moyens d'énergie. Donc ce qu'on a développé avec Schneider Electric, donc, qui est un de nos partenaires principaux dans ces projets, ce sont des indicateurs qui vont permettre, avec une approche que je ne détaillerai pas ici, de donner en fait l'état de vos réserves instantanées. C'est-à-dire que même si vous n'avez qu'une vision globale du système, vous allez pouvoir extraire ses qualités en termes d'équilibrage instantané et le niveau de réserve que vous allez pouvoir puiser, les réserves donc, qui permettent la transmission et puis la production, si jamais vous avez une défaillance du système, c'est-à-dire si jamais vous avez une fluctuation de charge. Donc ce sont 2 indicateurs qui parlent de réserve cinétique et de réserve magnétique et qui vont indiquer finalement le temps dont je dispose pour réagir à un événement. Et ces indicateurs, donc, si on les décline par rapport au système que j'ai présenté tout à l'heure, on voit qu'avec ou sans demand response, donc je ne vais pas avoir une très grande variation pour mon système. Mais mon problème, c'est que quand j'introduis beaucoup de renouvelables, à ce moment-là, je vais avoir une très grande chute. Donc là, vous voyez, je peux avoir ici cette référence qui me dit comment était mon système au départ par rapport à cet indicateur. Et l'introduction d'un scénario où j'ai fait pénétrer 100% de renouvelables en 2030 avec des réserves sans réserve plutôt au niveau de la fiabilité me dégrade totalement mon système électrique. Donc ça, c'est un élément important dont on a de toute façon l'intuition quand on réfléchit à la pénétration du renouvelable. Malgré tout, ce n'est pas une fatalité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, des éléments peuvent contraindre la fiabilité. Et là, je reviens à la règle que j'ai évoquée rapidement, qui est que sur les territoires insulaires, donc, on limite à 30% la pénétration d'énergie de sources intermittentes à chaque instant dans le mix. Pourquoi ? Parce que si je le fais et que je l'intègre dans mon modèle, en fait, je vois que très rapidement, je fais remonter ici mon niveau de fiabilité. Et donc là, c'était le niveau qui était dégradé. Donc cette règle des 30%, ce qu'on s'est demandé, c'est si on ne pouvait pas l'augmenter plus en introduisant de la gestion de la demande. Et si on ne donnait pas cette limitation en fait, des 30%, est-ce qu'on pouvait aller beaucoup plus loin ? Donc ce qu'on a réussi à montrer, c'est qu'en fait, on avait des taux de pénétration qui pouvaient monter jusqu'à au-delà de 50% si on cumulait différents moyens
Donc si on n'était pas juste en termes d'introduction d'une règle ad hoc, et que quelque part les bénéfices de l'effacement pouvaient aussi contribuer à améliorer ce niveau de fiabilité sur le long terme. Donc pour conclure, en fait, voilà, nous, ce qu'on a essayé de définir dans cette étude, ce sont les impacts de court et de long terme d'un des éléments qui constituent ce qu'on appelle la smart grid, qu'il y a des bénéfices à attendre en termes d'investissement en moyens de capacité, que ça c'est important parce qu'on sait que dans les années qui vont venir, les investissements doivent être très importants, et que grâce à des indicateurs de fiabilité, on peut aller plus loin dans la compréhension des éléments d'arbitrage court terme qui sont liés à ces introductions de gestion de la demande intelligente, et que donc on peut démontrer qu'on peut faire croître en fait la pénétration des sources intermittentes sans dégrader la fiabilité en ajoutant ces éléments liés à la smart grid. Donc bien sûr maintenant, et on a d'autres résultats dans lesquels on a évalué les niveaux de stockage qui permettraient de remonter encore ces éléments liés à la fiabilité. Et puis juste pour l'anecdote, bien sûr on ne travaille pas que sur ces sujets-là, et on est par exemple impliqué dans une AMI qui s'appelle InfiniDrive et qui sur le court terme aussi réfléchit à la façon dont ERDF et la Poste qui se dotent de flottes captives de véhicules électriques vont pouvoir piloter la recharge des batteries de façon à satisfaire leur planning de tournée pour le lendemain. Donc derrière, il y a encore de l'optimisation et des algorithmes qui permettent en fait d'évaluer les niveaux de recharge avec un certain nombre de contraintes sur la tournée. Et dans ce projet qui est donc coordonné, financé par l'ADEME, ce qu'on se rend compte, c'est que l'intelligence et la technologie, ce n'est pas vraiment le problème central. Le problème central, c'est de convaincre les postiers et les agents de RDF de changer leurs habitudes et de faire confiance à des véhicules qui fonctionneraient à l'électricité. Donc ça, c'est juste la petite note de conclusion que je voudrais apporter, c'est-à-dire qu'on est des ingénieurs, on essaye de représenter techniquement les choses d'une manière la plus plausible possible, mais dans tous ces enjeux liés à la transition énergétique, les facteurs déterminants sera certainement l'acceptabilité et l'adhésion. Et pour faire adhérer les gens, il faudra à un moment les informer de manière objective. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en questionnant de manière toujours un peu provocante les solutions que nous apportent les uns et les autres tous les jours. Je n'ai pas dépassé le temps de parole, je crois.